Salut tout le monde! Si vous aimez suivre notre histoire et que vous voulez être les premiers à recevoir les dernières mises à jour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement est une grande source de motivation pour moi afin de partager encore plus avec vous. Merci pour votre soutien. Après m'avoir quitté, moi et nos enfants, pour sa petite amie séduisante qu'il avait rencontrée en ligne, mon mari a disparu pendant 8 ans. Maintenant, il est de retour et prétend avoir une offre à me faire. Moi, une femme de 40 ans, je me sens conflictuelle au sujet d'une décision récente que j'ai prise concernant ma famille, et j'aimerais avoir votre avis. Tout a commencé il y a 8 ans, lorsque mon mari, Robert, m'a soudainement annoncé qu'il me quittait, moi et nos enfants. Il avait rencontré une femme en ligne et était tombé amoureux d'elle. Sa décision est venue de nulle part et m'a laissé complètement dévastée. Pendant des semaines avant cette révélation, Robert agissait de manière distante et étrange, mais je pensais que c'était à cause du stress lié à son travail. Nous étions mariés depuis plus de 10 ans, et nous avions surmonté beaucoup de difficultés ensemble. Je le connaissais depuis la moitié de ma vie et nous avions bâti une famille. L'idée d'une infidélité ne m'avait jamais traversé l'esprit. Un soir, Robert a fini par m'avouer qu'il avait rencontré quelqu'un. Ces mots ont brisé mon cœur. Il m'a dit que la femme s'appelait Isabella et qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ils discutaient depuis 3 mois et avaient tissé un lien qui lui avait fait réaliser qu'il n'était plus heureux dans notre mariage. Chaque mot qu'il prononçait me blessait comme une lame. Je ressentais un mélange de colère et de désespoir. Il a continué à me dire qu'il nous aimait toujours, mais qu'il ne pouvait pas nier ses sentiments pour Isabella. Il insistait sur le fait qu'il devait la rencontrer en personne pour voir si cela menait quelque part. J'étais submergée par un tourbillon d'émotions et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. C'était comme si les murs de notre maison se refermaient sur moi. Ma voix tremblait quand je lui ai demandé s'il nous quittait, les enfants et moi, pour cette femme. Il a hoché la tête lentement, me disant qu'il savait que je ne comprendrais pas, mais qu'il devait faire cela pour lui-même. Il y avait beaucoup réfléchi et il était prêt à commencer une nouvelle vie. Il m'a dit qu'il continuerait à nous soutenir financièrement, mais qu'il devait suivre son cœur et rencontrer l'amour de sa vie. Mon monde s'effondrait. Je ne pouvais pas croire que mon mari me quittait, moi et nos enfants, pour une femme qu'il n'avait jamais rencontrée en personne. Mon premier instinct a été de crier, de le supplier, de faire tout ce que je pouvais pour le retenir. Mais en le regardant, j'ai compris qu'il avait déjà fait son choix et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Robert a déménagé la semaine suivante, me laissant expliquer à nos enfants que leur père ne reviendrait pas. Émilie, qui avait 9 ans à l'époque, avait 1000 questions, mais je n'avais aucune réponse. Nathan, qui n'avait que 4 ans, ne comprenait pas vraiment la situation et s'accrochait à moi, sentant que quelque chose n'allait pas. Je me sentais brisée à cette époque, mais mes enfants étaient la seule chose qui me gardait en vie. Quand j'ai raconté à ma famille ce qui s'était passé avec Robert, ils ont eu la même réaction que moi, l'incompréhension totale. Mes parents voulaient que je le poursuive en justice, mais je n'avais ni les ressources, ni l'énergie, et je croyais encore qu'il reviendrait. Les parents de Robert étaient également dévastés. Ils l'ont supplié de revenir, mais il leur a dit la même chose qu'à moi. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. J'ai dû ramasser les morceaux, pour moi et pour les enfants. Nos amis et notre famille nous ont soutenus autant qu'ils le pouvaient. Je me suis concentrée sur la recherche d'un travail pour offrir à Émilie et Nathan un environnement stable, mais la douleur de la trahison de Robert était toujours là. Pendant ce temps, les parents de Robert m'ont aidé financièrement et ont souvent gardé les enfants pour que je puisse me reposer. Cela fait 8 ans maintenant, et la présence de Robert dans nos vies est devenue un lointain souvenir. Il envoyait parfois de l'argent, mais il n'a jamais pris contact avec moi ou les enfants. Je suis devenue une mère célibataire, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins et leur donner l'amour et l'attention qu'ils méritaient. Émilie, parfois, se souvenait de son père, mais elle a fini par ne plus essayer de le contacter. Nathan, de son côté, n'avait que des souvenirs vagues de lui. Ils ont tous deux grandi en devenant des individus remarquables, malgré la douleur d'avoir perdu leur père. Récemment, le père de Robert est décédé de façon inattendue, et nous avons assisté à ses funérailles. Après cela, l'avocat de la famille m'a dit que le père de Robert avait laissé un peu d'argent à ses petits-enfants. Bien que ce ne soit pas une grande somme, cela pourrait couvrir une partie des frais de scolarité des enfants. J'ai partagé cette nouvelle avec Émilie et Nathan, et leurs visages se sont illuminés de joie. Cela a été un véritable soulagement pour moi de savoir que nous avions une préoccupation en moins.
Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À ma grande surprise, c'était Robert. Entendre sa voix après 8 ans m'a laissé sans voix. Il a hésité avant de me dire qu'il voulait me voir d'urgence. Confuse, je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit qu'il voulait me faire une offre. Il n'arrêtait pas de me supplier de le rencontrer. Je ne comprenais pas pourquoi il m'appelait maintenant, après tant d'années, alors qu'il n'avait jamais pris la peine de nous contacter avant. Je me suis donné un moment pour réfléchir, puis j'ai accepté de le rencontrer seul, avec prudence. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de mon travail. En raccrochant, un tourbillon de questions m'a envahi. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il voulait vraiment. Les jours précédant notre rencontre étaient pleins d'émotions. Je ne pouvais m'empêcher de repenser au passé, la douleur de son départ soudain, les difficultés d'élever mes enfants seuls, et les années passées à accepter son absence. Le jour de notre rendez-vous, je suis arrivée en avance au café, nerveuse. Robert n'a pas tardé à arriver. Il avait vieilli, et je pouvais voir la fatigue sur son visage. Notre conversation a commencé avec des politesses maladroites. Nous avons évité de parler de l'essentiel, préférant échanger des nouvelles superficielles. Puis, après un moment, Robert a enfin abordé le sujet. Il m'a dit que sa relation avec Isabella n'avait pas fonctionné comme il l'espérait. Elle lui avait caché qu'elle était mère célibataire, et leur relation avait été marquée par de nombreux problèmes, notamment son addiction au jeu, qui l'avait ruinée. Malgré cela, il avait essayé de rester avec elle. Cependant, la mort de son père l'a poussé à réévaluer sa vie. Il s'est rendu compte qu'il regrettait ses choix et qu'il voulait revenir auprès de nous. Il m'a parlé de la maison au bord du lac que son père lui avait laissée, où nous passions nos vacances autrefois. Il voulait vendre la maison pour vivre confortablement. Puis il m'a fait une proposition, il voulait revenir dans nos vies et offrir une vie de luxe à nos enfants. Il m'a assuré que je n'aurais plus jamais à travailler. Mais en l'écoutant, je savais que l'argent ne pouvait pas effacer tout le mal qu'il nous avait fait. Je lui ai dit que, bien que j'apprécie l'offre, je ne pouvais pas oublier les 8 années où j'ai dû élever les enfants seuls. Nous avions une vie stable, et je ne voulais pas prendre le risque de revivre cette douleur. Il a continué à me supplier, mais je savais que c'était trop risqué. Depuis cette rencontre, mes parents m'encouragent à reconsidérer l'offre de Robert. Ils disent que, après tout ce qu'il nous a fait, c'est le minimum qu'ils puissent faire. Mais moi, je veux protéger mes enfants. Je suis déchirée entre l'idée d'une vie financièrement plus facile et la douleur du passé. Mise à jour 1. En quelques jours seulement, j'ai reçu des milliers de commentaires et de messages de soutien. Je suis reconnaissante que la majorité d'entre vous pense que je n'ai pas mal agi. J'ai pris en compte tous vos conseils et décidé qu'il était temps d'avoir une conversation ouverte avec mes enfants à propos de Robert. La dernière chose que je voulais, c'était qu'ils réapparaissent soudainement dans leur vie et les chocs sans préparation. Aujourd'hui, après le dîner, j'ai assis Émilie et Nathan pour aborder ce sujet délicat. J'ai commencé à leur expliquer le retour inattendu de leur père et son offre de revenir dans nos vies. Leur visage montrait un mélange de curiosité et de confusion alors qu'ils essayaient de comprendre. Quand je leur ai dit qu'il avait hérité de la maison au bord du lac et qu'il voulait la vendre pour nous aider financièrement, leurs réactions ont été différentes. Émilie, qui a maintenant 17 ans, a traversé plusieurs émotions, de la colère à l'incompréhension. Elle se souvenait de son père, mais aussi de la douleur qu'elle avait ressentie lors de son départ. Elle a dit qu'elle avait longtemps manqué d'une figure paternelle, mais qu'au fil du temps, elle avait appris à vivre sans lui et ne voulait plus de lui dans sa vie. Nathan, qui a maintenant 12 ans, m'a dit qu'il ne se souvenait pas du tout de Robert. Il ne semblait pas se soucier de mon refus de l'offre. Il n'a pas pleinement saisi toutes les implications de cette situation, mais il était indifférent à l'idée de revoir son père. Je leur ai dit que leur opinion était ce qui comptait le plus pour moi. Quelle que soit leur décision, je la respecterai. Émilie a affirmé qu'elle ne voulait pas revoir Robert, et Nathan a approuvé, disant qu'il était satisfait de notre vie telle qu'elle était. C'est à ce moment-là que j'ai compris que, même si l'idée de reconstruire une famille pouvait paraître séduisante, les blessures du passé étaient encore trop profondes. La priorité restait le bien-être de mes enfants. Je savais que j'avais pris la bonne décision en rejetant l'offre de Robert ce jour-là au café. Mise à jour 2. Les appels incessants de Robert étaient devenus de plus en plus désespérés ces dernières semaines, et peu importe combien je lui expliquais que je ne voulais plus de lui dans ma vie, il continuait à m'appeler.
En tant que personne qui déteste la confrontation, je me sentais acculée et épuisée émotionnellement par ces tentatives répétées. Je craignais qu'il ne se présente soudainement à mon lieu de travail ou même à l'école des enfants. J'ai donc décidé qu'il était temps de contacter sa mère. Elle était au courant de son retour et semblait être la seule personne qui pouvait m'aider à comprendre ses motivations. Nous avons convenu de nous rencontrer, et lors de notre conversation, j'ai exprimé mon exaspération face à ces appels incessants et mon intention de mettre fin à cette situation de manière définitive. C'est alors que sa mère m'a révélé la vraie raison derrière l'insistance de Robert. Elle m'a expliqué que le père de Robert, lorsqu'il a rédigé son testament, avait inclus une clause particulière concernant la maison au bord du lac. Robert ne pouvait en devenir propriétaire que s'il revenait auprès de sa famille. Pour que cette clause soit activée, j'avais besoin de signer des documents acceptant sa réintégration dans notre vie. Cette révélation m'a laissé sidérée. J'ai enfin compris pourquoi Robert insistait autant pour revenir. Son désir de réconciliation n'était pas motivé par des regrets sincères, mais plutôt par l'envie de sécuriser un héritage substantiel. Il essayait de manipuler la situation pour ses propres intérêts financiers. Après avoir découvert cela, j'ai réalisé qu'il était temps d'agir. Je ne voulais plus être piégée dans une relation basée sur la manipulation et les mensonges. J'ai immédiatement commencé à chercher un avocat pour préparer les papiers du divorce. Mes parents, qui m'avaient auparavant conseillé de reconsidérer l'offre de Robert, ont exprimé leurs regrets en apprenant la vérité. Ils comprennent désormais que Robert n'a pas changé et qu'il ne cherchait qu'à profiter de la situation. Ils sont maintenant totalement en faveur de ma décision de poursuivre la procédure de divorce. J'ai bloqué Robert sur tous les canaux de communication, et je ne le reverrai qu'une fois pour lui remettre les papiers du divorce en main propre. Mise à jour 3. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour, et je peux enfin vous donner des nouvelles positives. Comme je l'avais mentionné, j'allais remettre les papiers du divorce à Robert. Pour ce faire, j'ai pris contact avec lui sous prétexte de le rencontrer à nouveau, et il a immédiatement accepté. Émilie et Nathan ont également exprimé leur désir de voir leur père une dernière fois. Ils avaient beaucoup de questions à lui poser, et je sentais qu'ils avaient besoin de ce moment pour obtenir une certaine forme de fermeture, malgré la douleur du passé. Nous avons organisé une rencontre dans un parc local, un endroit où nous avions passé de nombreux moments heureux en famille avant que Robert ne nous quitte. Émilie, les yeux remplis de curiosité et de scepticisme, observait son père attentivement. Nathan, quant à lui, restait proche de moi, visiblement mal à l'aise. J'ai commencé en lui expliquant que je savais désormais la véritable raison pour laquelle il nous avait recontactés après tant d'années. Robert a tenté de se justifier en disant qu'il ne s'agissait pas uniquement de l'héritage, mais qu'il souhaitait réellement que nous lui donnions une seconde chance. Je l'ai regardé avec incrédulité, sachant que je ne pouvais plus croire à ses paroles. Je lui ai dit que notre histoire était terminée et que le minimum qu'il pouvait faire maintenant était de répondre aux questions de ses enfants pour leur apporter la fermeture dont ils avaient besoin. Robert a accepté. Émilie a commencé en lui demandant si quitter sa famille pour une autre femme en valait la peine. Robert, honteux, a baissé les yeux et a admis qu'il avait fait une terrible erreur. Nathan, plus direct, lui a demandé si son bonheur personnel était plus important que d'abandonner ses enfants. Robert a pris une grande inspiration avant de reconnaître qu'il n'avait pas réfléchi correctement à l'époque et qu'il avait eu tort. Mes enfants n'étaient pas satisfaits de ces réponses superficielles. Robert a tenté de justifier son infidélité en disant qu'il traversait une crise de la quarantaine. Alors que la conversation avançait, il a partagé des détails douloureux sur sa relation avec Isabella, les luttes qu'ils avaient rencontrées, et la réalisation qu'il avait poursuivi un rêve irréaliste. Émilie et Nathan m'ont écouté attentivement, mais je pouvais voir qu'ils ne le croyaient pas. À la fin de la conversation, Robert a proposé de partager les profits de la vente de la maison du lac. Émilie a répondu sèchement qu'il n'avait pas besoin de son argent, et Nathan a ajouté qu'ils étaient heureux avec la vie qu'ils avaient. Je savais alors que mes enfants avaient pris leur décision et qu'ils n'avaient plus de place pour lui dans leur vie. Je lui ai remis les papiers du divorce. Robert les a regardés, visiblement abattu, mais je suis restée ferme. En quittant le parc, main dans la main avec mes enfants, je me suis enfin sentie libre. Ce fardeau que j'avais porté pendant des années s'était enfin envolé. Notre procédure de divorce est en cours, et même si cela prendra du temps, je suis résolue à avancer. Pendant ce temps, je prévois de passer du temps avec mes enfants et de profiter de chaque instant avec eux.
Nous avons prévu un voyage à Disneyland, une sortie que nous attendons avec impatience depuis des années. Je veux créer de nouveaux souvenirs remplis de bonheur et de joie pour compenser les moments difficiles que nous avons vécus. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, je sais que nous sommes prêts à affronter toutes les épreuves avec force et résilience. Mise à jour 4. Depuis ma dernière mise à jour, j'ai des nouvelles passionnantes à partager. J'ai récemment été promue au travail, ce qui représente une énorme réussite personnelle pour moi. Cela m'a pris beaucoup de temps, mais je gagne enfin suffisamment pour offrir une vie encore meilleure à mes enfants. Cette promotion m'apporte non seulement une sécurité financière, mais également la satisfaction de savoir que mes efforts ont été récompensés. Le divorce est en bonne voie. J'ai engagé un excellent avocat qui, après avoir entendu l'histoire entre Robert et moi, est confiant que la procédure sera fluide. Même si ce n'est pas un processus facile, c'est une étape nécessaire pour tourner la page et repartir sur des bases saines. Ma famille et mes amis m'ont soutenu tout au long de cette période, et je me sens extrêmement chanceuse de les avoir à mes côtés. Maintenant que j'ai une sécurité financière, j'ai décidé d'envoyer mes enfants en thérapie. Ils pourraient encore avoir des séquelles émotionnelles dues à l'abandon de leur père, alors je veux leur donner toutes les chances de surmonter cela. J'ai trouvé un thérapeute compatissant et expérimenté, spécialisé dans l'aide aux enfants et aux familles en situation difficile. En tant que mère, je crois fermement à l'importance d'encourager mes enfants à poursuivre leur passion. En dehors de l'école, Émilie est une artiste très talentueuse, et elle passe des heures à peindre. Ses œuvres sont si belles qu'elles décorent désormais notre maison. Nathan, quant à lui, excelle dans le football, et nous passons presque tous nos week-ends à assister à ses matchs et à l'encourager. Je suis incroyablement fière de mes enfants. Ils ont traversé tant de difficultés, mais ils continuent de s'épanouir et de devenir des individus forts et résilients. Quant à Robert, nous n'avons plus de contact, et je pense que c'est pour le mieux. Cependant, de manière inattendue, Isabella, la femme pour laquelle il m'a quitté, m'a contacté. Mais au lieu de présenter des excuses, elle m'a envoyé des messages remplis de colère et de ressentiment. Elle m'a accusé de lui avoir volé Robert et de ruiner leur relation. Elle m'a même reproché d'être la cause de leurs problèmes, affirmant que j'avais manipulé Robert pour qu'il retourne vers sa famille. Ces messages étaient agressifs et profondément dérangeants. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir submergée par la haine qu'elle semblait nourrir à mon égard, surtout après tout ce que ma famille et moi avions enduré. C'était incroyable de voir à quel point cette femme pouvait inverser les rôles et se poser en victime. Je lui ai répondu une seule fois pour lui dire clairement que je ne voulais plus avoir de contact avec Robert, et que j'étais en procédure de divorce. Je lui ai rappelé que c'est elle qui avait causé la rupture de ma famille il y a 8 ans, et qu'elle n'avait pas le droit de me blâmer pour ses propres échecs. Après cela, j'ai bloqué son numéro et espère ne plus jamais entendre parler d'elle. Je ne veux pas que sa présence ou celle de Robert perturbe la paix que mes enfants et moi avons durement reconstruite. Quant à la mère de Robert, elle est toujours très gentille avec moi. Nous gardons des contacts occasionnels, et elle m'a récemment révélé quelque chose de surprenant: comme je n'ai pas accepté de me réconcilier avec Robert, la maison au bord du lac ne lui sera finalement pas attribuée, conformément aux termes du testament de son père. Cela m'a surprise, mais aussi semblé juste, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Je suis prête à avancer et à laisser cette partie douloureuse de ma vie derrière moi. Les enfants grandissent bien, et je suis plus optimiste que jamais pour notre avenir. Je sais que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour guérir complètement, mais je suis convaincue que, tant que nous restons soudés, nous pourrons surmonter tous les obstacles qui se présenteront. Toute ma famille m'a rejeté et a refusé de me parler quand ils pensaient que je n'étais pas le fils de mon père. J'ai grandi dans une famille heureuse. Mes parents s'aimaient profondément, et ils nous aimaient, mes frères, mes sœurs et moi, encore plus. Ils étaient attentionnés, bienveillants, et ils faisaient toujours passer nos besoins avant les leurs. Ma relation avec mes parents était particulièrement bonne. Mon père travaillait de longues heures pour nous soutenir, mais il trouvait toujours du temps pour nous. Il nous emmenait pêcher, nous apprenait à jouer au sport et nous racontait des histoires sur son enfance. Ma mère, elle, était le ciment qui maintenait notre famille unie. Elle cuisinait de délicieux repas, nous aidait avec nos devoirs et veillait à ce que nous soyons toujours bien habillés et propres. J'aimais mes parents et je savais qu'ils m'aimaient. Mais tout a changé lorsque mes parents ont commencé à se disputer. Je les avais toujours vus comme un couple parfait. Ils étaient ensemble depuis aussi longtemps que je me souvienne et se disputaient rarement.
Mais un jour, tout a basculé. Cela a commencé par de petits désaccords. Puis, les disputes sont devenues plus fréquentes et plus intenses. J'ai essayé d'ignorer ce qui se passait, mais c'était impossible. Il criait pendant des heures, et j'entendais tout depuis ma chambre. Un jour, j'ai entendu mon père admettre qu'il avait eu une liaison des années auparavant. Ma mère était furieuse. Elle a répliqué en admettant qu'elle avait elle aussi eu une aventure. La dispute a alors pris une tournure inattendue, mon père a remis en question ma paternité. J'étais abasourdie. Je n'avais jamais imaginé que mon père ne puisse pas être mon père biologique. Ma mère était sans voix. Elle ne savait pas quoi dire. Elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux, mais je pouvais y lire de la culpabilité et de la honte. Mon père a quitté la maison en colère, et ma mère l'a suivi. Après ce jour, tout a changé. Mes frères et sœurs ont pris le parti de mon père et ont refusé de me parler. Ils étaient en colère parce que mes parents s'étaient trompés l'un l'autre, mais encore plus contre ma mère, pensant que je n'étais peut-être pas le fils biologique de notre père. Ils me traitaient avec hostilité et mépris. Je me sentais comme un étranger dans ma propre famille. Mes frères et sœurs et moi étions pris au milieu de cette tempête. Ma mère et mon père se disputaient sans cesse, et bientôt, leur colère s'est tournée vers nous. Mes frères et sœurs, qui étaient si proches de moi auparavant, se sont soudainement retournés contre moi. Ils me reprochaient la destruction de notre famille. Ils disaient que j'étais la preuve vivante de l'infidélité de ma mère, et que je n'étais peut-être même pas le fils de notre père. Leurs paroles m'ont profondément blessée. J'avais toujours cru que nous formions une famille soudée, mais à présent, nous étions déchirés. Mes parents étaient distants et froids, et mes frères et sœurs, cruels et vindicatifs. J'ai essayé de parler à mes parents, mais ils étaient toujours occupés ou trop absorbés par leurs propres problèmes. Ils semblaient ne plus avoir de temps pour moi. C'était comme si j'étais devenue invisible à leurs yeux. Quant à mes frères et sœurs, ils m'évitaient. Ils ont arrêté de m'inviter aux réunions de famille, et ils ont complètement cessé de me parler. C'était comme si je n'existais plus pour eux. Le rejet était dur à supporter, et je ne savais pas comment y faire face. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, ma famille, ma maison, et même mon identité. J'étais perdue, seule, et je ne savais pas si je retrouverais un jour ma place. Au début, j'ai essayé de renouer avec eux. J'ai appelé et envoyé des messages à mes frères et sœurs, espérant qu'on pourrait parler et arranger les choses. Mais ils ne répondaient jamais. J'ai aussi essayé de contacter mes parents, mais ils étaient toujours absents ou trop occupés. J'étais désespérée de parler à quelqu'un, à n'importe qui. Alors, je suis allée chez ma mère en espérant qu'elle me parlerait. Mais quand elle m'a vue, elle m'a dit de partir. Elle m'a dit que je n'étais plus le bienvenu. Ces paroles m'ont transpercé le cœur. Je ne pouvais pas croire que ma propre mère puisse me dire quelque chose d'aussi cruel. Après cela, je suis tombée dans une dépression profonde. Je ne savais plus qui j'étais ni où j'appartenais. Je me sentais comme un étranger dans ma propre peau. J'ai arrêté d'aller travailler, arrêté de voir mes amis, et même arrêté de faire les choses que j'aimais. Je passais mes journées au lit, à dormir ou simplement à fixer le plafond. Je ne mangeais presque plus et j'ai perdu beaucoup de poids. Les mois ont passé, et j'avais l'impression de ne jamais pouvoir sortir de cette obscurité. Je n'avais pas entendu parler de ma famille depuis longtemps. Même si je vivais près d'eux, c'était comme si nous étions à des kilomètres les uns des autres. Mes frères et sœurs et moi étions autrefois toujours chez nos parents. Ils me manquaient. J'étais tellement plongée dans ma propre douleur que je n'avais pas réalisé à quel point mes amis avaient été présents pour moi. Ils m'appelaient, prenaient de mes nouvelles et m'invitaient à sortir. Au début, je refusais. Je préférais rester seule avec mon chagrin. Mais finalement, j'ai commencé à sortir avec eux. Nous allions au cinéma, prendre un verre ou simplement traîner ensemble. Mes amis m'ont fait sentir que je n'étais pas seule, et pour cela, je leur suis reconnaissant. J'ai commencé à me concentrer sur mon propre bien-être. J'ai cherché de l'aide en thérapie et dans des groupes de soutien pour m'aider à surmonter la douleur d'avoir été rejetée par ma famille. Mes amis sont restés un pilier constant pendant cette période, et j'ai fini par me confier à eux plus que jamais. Au début, j'étais réticent à parler de ce qui s'était passé avec ma famille. J'avais honte et me sentais embarrassée.
Mais avec le temps, j'ai réalisé que partager mes sentiments avec mes amis m'aidait à les comprendre et à avancer. Ils m'ont écouté sans juger, m'apportant des paroles de réconfort et d'encouragement. J'ai aussi trouvé du réconfort dans des activités qui me rendaient heureux. J'ai recommencé à jouer de la guitare, une passion que j'avais laissée de côté pendant ma dépression. Jouer de la musique m'apaisait et me permettait d'exprimer mes émotions. À mesure que je prenais soin de moi, ma santé mentale s'est améliorée peu à peu. La tristesse et le désespoir qui m'avaient envahi ont commencé à s'estomper, et j'ai recommencé à envisager l'avenir. Mes amis étaient à mes côtés à chaque étape, m'encourageant à avancer. Ils m'ont rappelé que je n'étais pas seule, et que j'avais des gens qui m'aimaient, même si ma propre famille ne le faisait plus. Mise à jour 1. Quelques années plus tard, de manière totalement inattendue, mon grand-père m'a contacté. Il m'a dit qu'il en avait assez de la façon dont ma famille m'avait traité et qu'il voulait tout arranger. Il a convaincu mon père et moi de faire un test de paternité. Malgré mes doutes, j'ai finalement accepté. Je ne voulais pas replonger dans cette situation compliquée, mais au fond, je voulais connaître la vérité. Quand les résultats sont revenus positifs, ma famille a été sous le choc. Ils ne pouvaient pas croire l'erreur qu'ils avaient commise. Ils ont compris à quel point ils m'avaient blessé et se sont sincèrement excusés pour la douleur qu'ils m'avaient causée. Ils étaient désespérés de réparer les choses. Je me souviens avoir été partagée. D'un côté, une partie de moi était soulagée que ma famille veuille se réconcilier avec moi. C'était quelque chose que j'avais espéré depuis si longtemps. Mais de l'autre côté, je ne pouvais pas oublier la trahison et la souffrance que j'avais vécue lorsqu'ils m'ont abandonnée. Même avec leurs excuses et leurs promesses, je restais sur la réserve. Je ne savais pas si j'étais prêt à leur pardonner et à tout laisser derrière moi. J'avais réussi à reconstruire ma vie, et je n'étais pas certain de vouloir les laisser revenir. J'avais peur qu'ils me blessent à nouveau. Malgré mes doutes, ma famille n'a pas abandonné. Ils m'appelaient régulièrement, m'envoyaient des lettres, et mes parents sont même venus frapper à ma porte. Ils me suppliaient de leur donner une chance de se racheter et faisaient tout pour regagner mon pardon. Je me sentais submergée par leur insistance. C'était évident qu'ils regrettaient vraiment leurs actions et qu'ils voulaient sincèrement renouer avec moi. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'ils ne faisaient cela que par culpabilité. J'ai demandé à mon grand-père comment ma famille avait vécu pendant ces 3 années. Il m'a dit qu'ils étaient allés en thérapie familiale et que mes parents étaient de nouveau ensemble. Ça m'a fait mal d'apprendre qu'ils avaient avancé sans moi, comme si je n'avais jamais existé. Cela m'a donné l'impression d'être laissée de côté, non désirée. Malgré toutes leurs excuses, j'ai refusé de renouer avec eux. Je ne voulais pas rouvrir de vieilles blessures et risquer de souffrir encore une fois. Ils m'avaient abandonnée une fois, ils pourraient recommencer. Je leur ai dit qu'ils pouvaient continuer leur vie sans moi, comme ils l'avaient fait toutes ces années. Ça ne ferait aucune différence. J'avais enfin trouvé la paix et le bonheur. Je ne voulais pas leur permettre de me les enlever à nouveau. J'avais trouvé une nouvelle famille dans mes amis, et c'est eux qui avaient été là pour moi à chaque étape.